Le rôle de GitHub, ça a toujours été de rendre la vie du développeur plus facile et de lui permettre de développer des applications plus rapidement en gardant une très bonne qualité et la sécurité. Est-ce que ça te dirait de parler un peu plus de l'IA générative pour les développeurs ? Ah oui. Alors là, tu touches la corde sensible. Quand moi je travaille avec Copilot, par moment Copilot va faire quelque chose et je vais avoir un grand sourire. Tu vois, quand je te parle, il n'y a pas la vidéo, mais là j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonsoir à Tuc de Algral. Ouais, salut. Plaisir de t'avoir en live. Plaisir d'être ici. Eh bien, écoute, on va peut-être se simplifier un peu la vie. On va commencer par le commencement. Est-ce que ça te dirait de te présenter plus ou moins brièvement un peu ta carrière, ce que tu aimes bien faire ? Donc je suis Tuc du Algral, la plupart des gens m'appellent Tug. Tuc du Al, c'est un prénom breton et que beaucoup de personnes avaient du mal à prononcer quand j'ai commencé à bosser en anglais. Donc j'ai simplifié Tug ou Tug. Je travaille actuellement chez GitHub depuis 3 ans comme Solution Engineer et précédemment j'ai beaucoup travaillé ou principalement travaillé chez les éditeurs de logiciels comme Redis, Red Hat, MapR Technology, Couchbase, Mongo, où j'étais côté product management ou relations développeurs. Et il y a très très longtemps, j'ai également travaillé chez Exoplatform, qui était une plateforme open source, et Oracle pendant 9 ans, sur principalement le conteneur J2E. Donc voilà. Pourquoi je dis le conteneur J2E ? Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis un développeur d'applications. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est coder des applications. À la base, c'était vraiment un software engineer. Ouais, c'est ce que j'aime faire, coder des applis. Et avec la chance d'avoir commencé à travailler professionnellement sur GitHub en 2010, en tant que consommateur du service. Moi aussi. Donc, passer de l'autre côté du miroir était intéressant. Et par contre, mettre les mains dans le cambouis au sens DevOps, apprendre plein de choses autour du DevOps et du DevSecOps. Ok. Et donc, ça fait quoi de bosser chez GitHub ? C'est une super boîte pour plein de raisons. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, toi, tu utilises GitHub également. C'est une plateforme que tous les développeurs connaissent. Donc ça, c'est chouette. Et c'est aussi satisfaisant de se dire, je vais passer de l'autre côté et je vais aider les gens à utiliser GitHub de mieux en mieux, faire plus de choses, découvrir des choses. Et d'ailleurs, à propos de la découverte, c'est assez amusant. Si tu as l'occasion de parler à d'autres personnes qui travaillent chez GitHub, on a tous la même réaction. C'est-à-dire que le jour où on commence, on a utilisé GitHub d'une certaine façon. Et les premières semaines, on découvre plein de nouvelles façons d'utiliser GitHub ou plein de fonctionnalités de faire. Genre, je vais prendre un exemple tout bête, c'est que vous connaissez les GitHub Actions, vous connaissez tous l'automatisation. Le concept d'issue ops, donc d'utiliser les issues chez GitHub pour faire une demande, quelle que soit la demande, ça génère des actions, ça provoque des actions qui vont faire telle ou telle chose. Nos environnements de démonstration, le changement de droit au niveau des applications, on fait des demandes en termes d'issues qui partent après sur des actions. Et plein de petites choses comme ça ont été amusantes à découvrir. Et après, si par rapport au petit CV que je t'ai donné, c'est la première fois que je travaille sur un énorme SaaS, quelque chose qui est dont le métier, c'est un service cloud. Ce qui fait que des nouvelles fonctionnalités sortent toutes les semaines. Et ça aussi, c'est vraiment satisfaisant. C'est vrai qu'en tant que software engineer moi-même, je connaissais un peu la partie que presque tout le monde connaît, c'est-à-dire un peu le code repository pour faire très simple. Mais quand j'ai commencé à regarder un peu dans le détail, j'étais époustouflé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et ça rentre un peu dans la culture qui est au large, c'est-à-dire philosophique du DevOps, à savoir faire en sorte qu'une équipe software puisse marcher fluidement. Oui. C'est vraiment la finalité, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, on a déjà évoqué le mot DevOps. On va y passer un petit moment, je pense, parce que c'est assez intéressant. Il y a la philo, il y a aussi le métier, entre guillemets. Déjà, est-ce que toi, tu voudrais quand même, parce que tu as eu la trajectoire d'un software engineer, nous dire, pour toi, c'est un peu la définition d'un DevOps et comment tu l'as vécu, cette transition vers ce domaine-là ? En fait, le mot le plus court pour moi pour définir, ça serait automatisation. En fait, c'est d'essayer d'automatiser le plus de choses. Et c'est de rapprocher, en fait, en faisant un raccourci par rapport à mon expérience, qui va être la mise en production, la release,
qui se fasse de façon complètement automatique et en responsabilisant les gens le plus tôt possible. Les gens étant le développeur ou un ingénieur DevOps, peu importe ce que ça veut dire, ou les gens de Ops, mais au moins qu'on parle tous le même langage et qu'on essaye tous d'avoir le même objectif qui est à partir du moment où on dit c'est prêt, on a défini de ce que c'était le c'est prêt ensemble, c'est l'automatisation de tout ce qui va être le test, la qualité, etc. Et également ce qui va se passer après. Et d'essayer d'automatiser et de simplifier cette partie-là. Que ce soit l'intégration, le déploiement ou le delivery en fonction de la façon dont l'entreprise est organisée. Et ce qui m'a surpris d'ailleurs quand venant du développement, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'automatisation déjà dans les entreprises. En fait, il y a encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on parle tous du DevOps, on parle tous du DevSecOps. Alors, je reviendrai sur la partie sécurité. On reviendra sur ça. Mais c'est vraiment ce côté où je m'attendais à ce que ce soit déjà fait partout. Moi, je suis très naïf dans mon approche, et surtout que lorsque je faisais DevRel dans les autres sociétés, je venais faire j'adore dire ce mot-là, mais j'allais faire des claquettes à droite à gauche, voilà comment on utilise Redis, ou voilà pourquoi c'est intéressant. Donc je touchais pas la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on allait me poser des questions très réelles et très importantes sur la base de données, ou sur Mongo, ou sur les plateformes Big Data, mais je ne voyais pas la façon dont les développeurs travaillaient. Et quand je dis les développeurs, je mets les DevOps, je mets tout en même temps. Et selon les entreprises et la culture d'entreprise, il y a encore énormément de travail à faire sur cette partie-là. Donc c'est vraiment automatisation pour moi. Ok. C'est peut-être une question, ça. Pourquoi autant de retard à ton sens ? Je pense pas que ça soit du retard. Vraiment, c'est plus que ça prend du temps de comprendre vraiment la valeur de ça. Et comme ça prend du temps, c'est un investissement qu'il faut faire au dépit de quelque chose. C'est le jour où tu choisis, je vais commencer, je vais prendre du temps et de l'énergie. Là où probablement le métier attend des nouvelles fonctionnalités et le retour sur investissement va prendre un petit peu de temps, comme à chaque fois qu'on travaille sur des choses, on va dire techniques d'un point de vue IT, qui ne sont pas visibles du côté business. Et c'est pour ça que c'est important dans notre métier, le tien comme le mien, justement, de continuer de pousser en disant prenez du temps sur l'automatisation aujourd'hui. Vous n'avez pas assez de tests unitaires, vous n'avez pas mis en place l'automatisation du déploiement de l'infrastructure as code et des choses comme ça. Le retour sur investissement va vite revenir au bout du compte. Mais il y a une montée en compétences, il y a une culture à changer ou à faire évoluer. Mais ça bouge, c'est ça qui est chouette. Et alors peut-être une question, et j'ai crowdsourcé un peu des questions de par d'autres Kyber. On va dire, est-ce que pour toi aujourd'hui, quand même un développeur, il doit avoir une culture DevOps assez avancée, et c'est quoi le minimum syndical sur la connaissance qu'un développeur moderne doit avoir sur ce thème-là, au sens autant technique que philosophique? Alors je pense que la philosophie est plus importante que la technique. Alors philosophie, c'est un bien grand terme, mais tu vois là, c'est de comprendre qu'il a un rôle à jouer, qu'on a tous la même volonté, c'est-à-dire de délivrer du software de qualité et rapidement, qualité sécurisée rapidement. Après, sur le côté technique, ça va vraiment aussi dépendre des outils qui sont en place. Si moi, j'ai cette sensibilité depuis le début où je savais que c'était important, mais par contre, il n'était pas question que j'aille toucher à Jenkins ou quelque chose. Donc, ça va être l'importance de comprendre et donc savoir des fois simplement poser la question à l'équipe qui s'occupe de l'automatisation, qui s'occupe de la CI/CD en disant nous, on a besoin de faire ça, est-ce que tu peux nous aider? Donc, c'est là où cette partie connaissance est importante. Et après, un des objectifs de GitHub, justement, c'est de mettre à cette partie configuration, automatisation, à portée de n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un ingénieur système qui a 15 ans d'expérience pour pouvoir commencer à automatiser les choses avec GitHub. Donc ça va permettre de faciliter cette communication entre les deux mondes, qui devient un seul. C'est vraiment ça. Donc la philosophie étant très importante, mais tout le monde n'a pas besoin d'être un DevOps au sens, tout le monde n'aura pas besoin d'aller dans les pipelines, tout le monde n'a pas besoin de savoir comment on fait de l'infrastructure as code en prod, j'entends. Par contre, je pense que c'est intéressant qu'on le fasse tous au moins une fois, régulièrement, qu'on se pose la question, mais si je crée mon application ou si je crée un conteneur, comment j'automatise sa création, sa publication et son déploiement. Le faire pour le fun sur le côté, pour comprendre justement comment l'équipe qui fait ça en vrai tous les jours, dans notre équipe, c'est-à-dire dans la même entité business ou dans une autre, mais quelles sont ses contraintes également et pourquoi c'est important de parler le même langage. Absolument. Je tiens juste à mentionner au passage que c'était une question de
François Crespin, comme ça, ressources. Alors, l'avantage avec GitHub quand même, c'est que dans l'univers DevOps, un peu pour parler plus du côté technique, il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui. Donc, est-ce que déjà tu pourrais nous faire un topo sur ce qui est proposé en termes de solutions, même assez vaguement pour que... En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà tout le monde connaît les repositories. On a tous travaillé sur cette page. Je pense qu'on a tous au moins fait un repo, publié du code. Et assez rapidement, on comprend le concept de branche, etc. Même sans être sur un vrai projet, j'entends. C'est cette capacité où on va pouvoir écrire du code propre et organiser son écriture propre. Après, on va se poser la question très rapidement de comment on automatise le build, les tests, la couverture de tests. Chose qu'un développeur va faire sur sa machine naturellement, va se poser la question comment j'automatise cette partie-là. Et ce qui est intéressant autour de ça, c'est que GitHub Actions, donc la partie automatisation de GitHub, qui s'appuie 100% sur du YAML. Donc au début, selon on est allergique ou pas, il y a des opinions. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, de toute façon, il faut en faire. C'est un petit peu, si on parle de programmation, c'est un peu comme JavaScript. On peut avoir un avis tranché sur JavaScript, mais au bout d'un moment, on est obligé d'en faire. Donc c'est à peu près pareil. Et sur cette partie-là, la force de GitHub, et je pense que c'est l'apprentissage et l'observation du marché, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas là quand Action a été créée. Je suis arrivé, GitHub Action était déjà là. Mais c'est les années des différents outils sur lesquels on a pu voir le marché évoluer, on a pu voir les retours. Mais également, il y a quelque chose d'intéressant, c'est aussi la capacité à Microsoft et GitHub ensemble de travailler sur comment on va mettre en place une plateforme d'automatisation qu'on appelle GitHub Actions avec une marketplace qui est très très riche en termes de plugins. Alors on appelle ça des actions sur GitHub. Il y a plus de 22 000 actions dans la marketplace aujourd'hui parce que c'est basé sur un modèle open source. Donc tout le monde peut créer son action et la publier sur la marketplace. Parce qu'évidemment, dans les 22 000 actions, il y a des actions qui vont être importantes sur des gros produits. Je parlais tout à l'heure avec l'équipe de Docker qui crée ces actions-là. Toutes les actions de build, push, des images Docker sont développées par la société Docker, par l'équipe Docker. Mais si moi j'ai un petit besoin, je peux créer une action et la mettre sur la marketplace. Ce qui fait que quand tu as besoin d'automatiser quelque chose, c'est vraiment simple. Tu commences par te dire, bon, le workflow classique qui va être à quel moment je dois exécuter cette tâche, sur quelle partie de mon code, sur quelle partie de mon infra, etc. Mais très rapidement, tu vas dans la marketplace, tu recherches, tu choisis, tu configures. Et là, le YAML est intéressant au sens où n'importe qui peut le lire et le comprendre immédiatement. C'est un blueprint. Comme c'est vraiment, hop, j'ai cette imprise, j'ai le blueprint de mon workflow global, j'ai mon action avec les 3-4 paramètres que je dois passer. Et je peux commencer comme ça très rapidement. Ce qui fait que pour un ingénieur purement DevOps qui a énormément d'expérience avec plein d'outils, il va tout de suite trouver ses marques. Oh, c'est la fête. C'est la fête. Pour un développeur d'application qui est habitué à programmer avec un langage de JavaScript, Python, etc., ne va pas être perdu. Il va juste très rapidement comprendre ce que fait la partie. Après, c'est une autre histoire de débugger les pipelines, débugger les workflows. Mais c'est vraiment simple à prendre en main. Et moi, je prends énormément de plaisir au bout du compte à écrire mes workflows, créer des nouvelles actions, parce qu'il y a tout un SDK qu'on peut utiliser pour justement, quand on a un besoin particulier, pouvoir customiser par rapport à son besoin métier ou son besoin technique. Et puis, ça réconforte une certaine culture du partage et de réutilisation derrière. Donc, d'ailleurs, cette partie-là est vraiment intéressante parce que GitHub s'est créé autour de l'open source. C'était vraiment mettre à disposition Git qui puisse être utilisé par les humains normaux et également inciter à la collaboration. Ce qui fait naturellement dans l'open source, et il y a un gros... l'effort qu'on cherche tous à faire, c'est avoir cette approche de l'open source dans une entreprise, donc faire de l'inner source, partager, collaborer ensemble. Et je me suis aperçu en discutant avec les entreprises que l'endroit où on le voit le plus, c'est justement au début sur tout ce qui est pipeline, tout ce qui est automatisation, sur tout ce qui est workflow. C'est que l'équipe DevOps globale ou l'équipe sécurité va définir un workflow particulier qui va être obligatoire ou qui va définir ce qu'on veut faire quand on veut déployer, packager une application d'une certaine façon. Et comme le source est accessible dans l'entreprise, rapidement un développeur d'une autre équipe ou avec une idée particulière peut faire une pull request. Donc ce que tu dis sur le partage, ça vient naturellement et c'est souvent plus facile de justifier cette collaboration inner source sur les choses qui sont liées au DevOps plutôt qu'au métier pur, parce que l'équipe qui travaille
sur le CRM et moi qui vais travailler sur le catalogue. C'est peut-être pas un bon exemple, mais le catalogue produit, on a peu de choses qu'on va réutiliser, partager, etc. On va être consommateur. À moi aller contribuer sur l'autre équipe, j'ai peut-être pas le besoin immédiat. Alors que sur la partie purement automatisation, la CI, la CD, je peux en avoir besoin tout de suite, donc je vais tout de suite faire une contribution. Ouais. Et à une autre question, alors celle-là c'est posée par Aurélien Landel. Il y a quand même pas mal de similarités parce que Aurélien, c'est un Québécois qui fait du .NET et plein d'Azure. Et il y a des similarités quand même entre l'Azure DevOps et GitHub. Il y a quand même aujourd'hui une relation entre les deux. Est-ce que ça converge vers une mutualisation ou c'est des teams différentes avec des produits différents et puis ça va prendre des trajectoires différentes? Alors, c'est une question. Moi, je ne suis pas dans l'équipe produit, donc je ne peux pas donner la C'est vision globale. Hein, alors, en plus, moi, je ne connais que GitHub. C'est-à-dire que, comme je te disais, je travaille sur GitHub et quasiment que sur GitHub depuis 2010. C'est-à-dire Azure DevOps, en exagérant, Azure DevOps, je l'ai découvert en rentrant chez GitHub il y a 3 ans, donc en rentrant chez Microsoft. J'avais entendu le nom, mais j'avais strictement aucune idée dans quelle mesure c'était déployé, etc. Où est-ce que c'était, comment c'était. Et je m'y étais pas intéressé parce que je n'avais pas vraiment le besoin. Donc dans la réalité, il y a beaucoup de déploiements d'Azure DevOps. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans la communauté Microsoft. Donc le point numéro 1, c'est que déjà, c'est là pour durer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence pour les gens qui font de l'Azure DevOps à passer sur GitHub ou à changer de plateforme. Par contre, je reviendrai sur les similarités après, mais sur cette partie-là, c'est intéressant, c'est que si tu écoutes les conférences où Satya Nadella, par exemple, parle du monde du DevOps chez Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, si tu commences un nouveau projet et que tu n'as pas de plateforme, il faut partir sur GitHub. Parce que c'est là où toute l'innovation est faite. On parlera de Copilot, de l'intelligence artificielle plus tard. Typiquement, c'est ici que ça a lieu. Quand on a fait le DevSecOps, ça a commencé sur GitHub et certaines fonctionnalités arrivent ou sont arrivées dans Azure DevOps. Donc c'est plutôt tout ce qui se fait très rapidement, tout ce qui va très très vite, l'innovation, c'est chez GitHub. Donc si on commence aujourd'hui, il vaut mieux commencer sur GitHub. Par contre, les gens qui sont sur Azure DevOps peuvent rester sur Azure DevOps. Le jour où il y a un intérêt à passer sur GitHub, on a des outils de migration, on a des capacités d'intégration, c'est-à-dire prendre le repository, le mettre de Azure DevOps sur GitHub, continuer de travailler avec les pipelines qui viennent d'Azure, continuer de travailler avec les boards, donc la partie gestion de projet qui vient d'Azure DevOps. Donc ça, ces deux mondes cohabitent très bien. Et par rapport aux similarités, c'est assez amusant parce qu'effectivement, les GitHub Actions ont été faits en collaboration avec l'équipe de Microsoft. C'est-à-dire qu'au rachat, d'après ce que j'ai entendu, c'est effectivement les équipes ont tout de suite collaboré pour accélérer la création des actions et pouvoir les délivrer le plus vite possible pour avoir une bonne plateforme d'automatisation sur GitHub. Et il y a pas mal d'idées qui viennent en fait du runtime d'Azure DevOps. Pour les gens qui travaillent sur Azure DevOps et qui arrivent sur GitHub, souvent la réaction, c'est qu'ils disent « ouais, mais quand on utilise les runners, ce sont les mêmes ». Bah oui, en fait, l'infrastructure, c'est pas exactement les mêmes runners, mais par exemple, sur les runners qui sont hostés par GitHub pour GitHub et les runners qui sont hostés par Azure DevOps pour Azure DevOps, la définition des VM qui sont utilisées, c'est la même. Donc oui, c'est très proche dans le runtime. Ouais. La syntaxe est différente. La philosophie aussi va être un peu différente, c'est-à-dire que le parallélisme que tu vas avoir dans une action particulière, dans un événement particulier, si tu veux faire un build, dès que tu fais un push, ça va être plein de workflows différents. On va plutôt paralléliser par ça, plutôt que s'amuser à faire des workflows, des pipelines très compliqués. Comme ça permet de simplifier le développement et la maintenabilité du code. Ok. Fair enough. Alors, on a retardé la question du DevSecOps, mais on doit y arriver. Le DevSecOps, alors, tu me diras, je vais dire quelque chose et tu me dis quel est ton sentiment par rapport à cette opinion. J'ai l'impression que la sécurité, c'est un peu le big ça de l'IT software. C'est un domaine qui n'est pas assez regardé, enfin, en tout cas dans mon expérience. Alors, techniquement, la sécurité, c'est quand même un non-functional requirement. J'ai l'impression qu'on le place en secondaire. Le DevOps, à la base, il doit intégrer tous les non-functional requirements, mais on a mis l'emphase. Je pense qu'on a coiné, on a créé exactement ce terme DevSecOps juste pour dire aux gens, il faut faire peut-être un peu plus, se poser un peu plus la question maintenant.
Et donc, alors, déjà, peut-être une définition un peu de ce qu'est dans ta tête le DevSecOps. En fait, le DevSecOps, c'est un peu ce qu'on a dit au début par rapport au DevOps, c'est cette capacité à automatiser quelque chose qui était l'opération, et là, c'est d'automatiser la sécurité. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que justement, quand j'ai commencé, tu vois, quand je suis passé du côté, je fais des claquettes chez Redis, je montre comment on utilise une base de données à maintenant, il faut que je travaille avec des ingénieurs DevOps ou des gens qui vont me poser des questions réelles dans la vraie vie. Pour moi, DevOps, la question, elle était là. La sécurité, elle était là. C'était quand j'ai découvert que les outils de sécurité n'étaient pas systématiquement mis dans les workflows d'intégration, les bras sont tombés, quoi. Je me dis, mais pourquoi ? Et parce que ça faisait, comme tu l'as dit, ça faisait partie de ce qui doit être fait automatiquement. C'est aussi important que les tests unitaires, c'est aussi important que les tests fonctionnels, c'était de mettre en place la sécurité. Surtout que, en arrivant chez GitHub, quand tu passes les entretiens, quand tu discutes de la stack, tu découvres, tu prépares vraiment ton truc. En tout cas, moi, venant de mon passé, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle GitHub Advanced Security, qui contient des Pandabots que tout le monde connaît, mais également une partie pour gérer des secrets ou protéger la gestion des secrets, empêcher de mettre des API et des secrets dans ton code, et la partie scan de code. Tu découvres ce truc-là, tu t'aperçois en tant que développeur d'appli qu'au bout du compte, analyser ton code, te protéger contre des secrets, la gestion des dépendances, c'est très simple. Je dis en tant que découverte, hein. Après dans des vrais projets avec énormément de développeurs, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur le principe, c'est tu configures des cases à cocher, tu mets je veux bloquer les secrets si quelqu'un pousse. C'est interdit de faire le pouce quand il y a un secret dans le code. Et au moins, ton token d'authentification n'est pas parti sur un repo public. Voilà. Alors, sur un repo public, on pourra en revenir, c'est un peu différent. Mais là, je parle vraiment plutôt sur le côté privé, en entreprise, etc. Okay. Mais ma surprise, ça a été, mais pourquoi les gens ne le font pas ? Et comme tu l'as dit, c'est... la priorité, c'est pas ça. Mais pourtant, la sécurité, ça devrait presque être la priorité numéro 1, en tout cas sur beaucoup d'applications. Surtout sur des applications où, en fait, on fait du déploiement très, très, très souvent. Donc ça change très fréquemment, donc on n'aura pas le temps de revenir fixer. Moi je dis ça parce que quand je travaillais chez Oracle, donc il y a très très longtemps, on déployait les applications sous forme de DVD. On distribuait le produit sous forme de DVD qui allait être installé chez un client. Donc entre le moment où tu avais travaillé du code et le moment où ça partait en prod chez un client, c'était plusieurs mois, voire plusieurs années quelquefois. Donc ça laissait beaucoup beaucoup de temps à faire les tests de sécurité pour les fixer après. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai découvert, entre guillemets, le monde des grosses entreprises et le monde des entreprises un peu plus petites. C'est-à-dire que dans les très grosses entreprises, c'est clair que la sécurité est très importante. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quelle banque, assurance, etc. Ils sont ultra conscients de ça, ils font énormément de travaux autour de ça. Mais par contre, c'est fait par une équipe sécu. La fameuse équipe cyber qui est sous le CISO, etc. C'est top. Mais ils sont très très loin, à mon goût, ils sont très très loin du développeur. Parce que si on revient sur le DevSecOps, une partie, ça va être l'automatisation, ça veut dire que si moi je m'occupe du DevOps, il faut que n'importe quel commit, push qui est fait dans n'importe quelle branche doit être analysé. La question, elle ne se pose pas. Tu développes, tu dois analyser le code, tout le code qui rentre dans le repo doit être analysé le plus tôt possible. Tu ne fais pas un scan de la branche principale uniquement, tu scannes toutes les branches. Tu le fais quand tu pousses, tu alertes le développeur, tu fixes. Et là, on arrive à quelque chose qui est intéressant, c'est que si on fait ça au moment où le développeur est en train de coder, on va réduire... La feedback loop, ouais. On va réduire la feedback loop. Ouais. Surtout, tu vas complètement te protéger, puisqu'en fait, là, on va oublier la dette technique quelques minutes, mais tu vas te protéger contre l'ajout de vulnérabilité dans ta branche principale. La sécurité. Au moins, le développeur, il a le contexte de son développement en tête, parce que 2 mois après... Exactement. 2 mois après, il faut qu'il revienne sur sa branche, il faut qu'il se remette dans ce contexte. Donc, une partie pour moi du DevSecOps, c'est ce shift left, cette capacité à mettre dans les mains du développeur des informations qu'il peut comprendre, avec un taux de faux positif qui est bas. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de scanner si tu as 1000 erreurs, 1000 c'est peut-être beaucoup, mais si tu as 100 anomalies, et sur les 100, tu en as 40 qui sont fausses ou 50 qui sont fausses, le développeur, il ne fait pas confiance à l'outil, il arrêtera, il va dire « Oh là là, ça m'emmerde ». Je vais aller essayer de bypasser ce truc-là. À l'inverse, si tu as 30 erreurs, en fait 30 erreurs ça fait 20 erreurs qui sont toutes à fixer, tu vas le faire tout de suite. Comme tes tests unitaires, comme tes tests fonctionnels. Si tu les vois qui cassent,
tu vas le faire parce que tu sais que c'est ton code. Parce que l'alerte que tu vas avoir, c'est sur le code que moi je viens de rajouter dans la pull request. Donc là, on réduit complètement le nombre de vulnérabilités qui vont arriver dans la branche principale. Pour la branche principale, quand tu arrives sur le projet, tu vas scanner, tu vas avoir un certain nombre de vulnérabilités que tu vas fixer comme n'importe quel projet, comme n'importe quelle dette technique. Et c'est là où justement c'est très intéressant, si on prend ces deux scénarios, de voir quel est le rôle de l'équipe sécurité. À mon avis, et pas la partie DevOps, mais vraiment comment l'équipe sécurité va aider l'équipe DevOps pour faire du DevSecOps. C'est typiquement, l'équipe Sécu va définir des règles, va aider les gens à mettre les bonnes règles en place au moment du développement, donc sur la partie vraiment intégration lors de la pull request et tout ça, et aider à faire le triage des différentes anomalies qu'il y a dans la branche principale. Mais aujourd'hui, ça c'est quelquefois compliqué à faire dans certaines entreprises parce que l'équipe Sécu ne regarde pas avec l'œil du développeur. En se disant, c'est pas uniquement avoir un rapport, taper sur la tête du développeur quand il y a une erreur 3 semaines après, mais plutôt comment je fais en sorte que le développeur comprenne le problème tôt, puisse résoudre la plupart des problèmes tout seul. Parce qu'en gros, tu as un expert sécurité pour 100 développeurs. Ils ne pourront pas tous les aider à chaque fois. C'est pour ça que si tu regardes les outils, notamment sur GitHub Advanced Security, quand tu intègres Node Scanner ou des choses comme Sonar ou autres, dans la pull request, tu as énormément d'informations qui te permettent de donner du contexte pour le développeur qui va savoir comment fixer le problème. Donc déjà, juste sur l'analyse du code, tu as une information. Exactement. Et donc tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un retour d'audit, entre guillemets, pour que tu puisses savoir. Et tu peux bosser. Et sur les plus petites entreprises, l'approche est complètement différente. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une start-up, il y a 80 développeurs, ils ont développé comme des fous, donc ils n'ont pas eu trop le temps de mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Dirty and quick. Après, c'est normal. Donc ils commencent à automatiser, ils ont mis en place la CI, la CD, ils ont des bons tests, la couverture de tests s'améliore, etc. Arrive le problème de la sécurité. Alors quelquefois c'est rigolo parce que d'un coup tu vois quelqu'un qui vient en tant que CISO ou monsieur Sécu dans l'entreprise, monsieur ou madame Sécu dans l'entreprise. Et là en fait, quand tu arrives avec une plateforme DevSecOps, je parle de GitHub, donc ça sera GitHub, où tu es capable de dire dans la plateforme, en quelques cases à cocher, un petit peu de configuration, tu réponds à tes problèmes de dépendance, tes problèmes de code et tes problèmes de secret. 80% de ta sécu va être au sens AppSec, c'est fait. Voilà, tu vas tout de suite prendre et tu vas travailler dessus. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une culture différente dans ce cas-là. En tout cas, c'est mon analyse en tant que... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que si tu as quand même quelque chose qui te facilite un peu la vie, tu as plus envie de tacler le problème et de manière plus rapide, avec une feedback loop plus rapide. Alors que si tu attends beaucoup trop longtemps et que tu n'as pas beaucoup de tooling qui t'aident, une solution, et en général c'est peut-être la solution majoritaire, c'est de dire un jour, ça va venir. Et là c'est d'autres soucis. Tout à l'heure, la sécu ça coûte. Et quand ça casse, ça coûte. Parce que quand je rencontre, alors notamment des étudiants, parce que j'aime beaucoup aller dans les écoles faire des claquettes, pour reparler des claquettes. Fan de claquettes, ok. Mais c'est que tout le monde a accès à toutes les fonctionnalités de GitHub Security sur les repos publics. C'est-à-dire que si tu fais un repo public, donc déjà on parlait tout à l'heure... Voilà, mais tu parlais tout à l'heure du secret. Donc déjà, il y a la question que je pose souvent quand on discute de ça, ou l'interaction que j'ai avec les gens, souvent c'est: est-ce que tu as déjà testé mettre une clé d'API dans un repo public de GitHub? Tu prends, tu es sur Azure, tu génères une clé, ou tu es sur AWS, tu génères une clé, etc. Si tu la mets dans un repo public, qu'est-ce qui se passe? Il y a un blanc, il y a quelqu'un s'ils connaissent, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les repos publics, GitHub scanne tous les pushes automatiquement. Si on reconnaît un token, on va pas l'annuler. Nous, ce qu'on fait, c'est que ce que fait sur les repos publics GitHub va envoyer un message au provider, donc par exemple à Azure ou à AWS, qui en fonction de ce qu'il veut faire, va l'annuler ou pas. Il va souvent contacter le propriétaire de ce token en disant cette clé. Voilà, cette clé a été corrompue, pas corrompue, mais rendue publique, elle est à risque, donc on l'a annulée. Toi, tu vas recevoir une alerte, etc. Donc ça, déjà, vous pouvez tester. Alors, testez avec une clé que vous allez garder temporairement, parce que si vous prenez la clé de la prod, d'un coup, plus rien va marcher, donc faites surtout pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis amusé, quand je fais mes démos, parce que moi, je suis amené à démontrer ça là, j'utilise Adafruit, tu sais, la plateforme d'Arduino, donc il y a des API, j'utilise cette clé-là, parce que même si jamais je l'oublie quelque part, c'est pas grave, j'en fais rien. Mais ça permet de montrer ce flux. Et d'ailleurs,
je pense que c'est l'occasion pour toute personne qui veut découvrir ce que c'est que le DevSecOps, que ce soit un développeur, un ingénieur DevOps, que ce soit une personne de la sécu aussi, pour comprendre le bénéfice de ça. C'est si vous n'avez pas accès à GitHub Advanced Security dans votre entreprise, vous créez une organisation, un repo public, vous allez dans la configuration, tu mets en place le push protection sur le secret. La différence par rapport à ce que je viens de dire, c'est que si tu pousses un secret avant d'avoir mis ça en place, il passe, tu es alerté, etc. Si tu as mis en place le push protection, quand tu vas essayer de pousser, ça va bloquer. Et c'est sur github.com, c'est sans installer un hook, etc. C'est construit dans le produit. Et c'est pareil quand les gens utilisent GitHub Enterprise Server en local, c'est pareil, ça bloque le push. Parce que à partir du moment où tu as une clé ou un secret dans ton repo Git, il faut considérer que c'est fini, parce que n'importe qui peut la cloner, etc. D'ailleurs, c'est un grand jeu des hackers qui est de scanner tous les repos publics, essayer de récupérer des clés et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est fait de façon automatique sur le repo public. Dans l'entreprise, ça ne va pas annuler la clé, ça va juste alerter les développeurs, alerter les responsables de sécu, etc. Parce que tu ne veux pas désactiver une clé, si c'est moi qui fais une erreur, ça désactive la prod, oh non. Sur le public, tu n'as pas le choix, tu as le choix, mais sur le public, nous, on ne donne pas le choix, parce qu'en fait, c'est trop risqué d'avoir une clé. Dans l'entreprise, c'est vraiment plus la stratégie de l'entreprise qui va définir, on va se concentrer sur alerter les gens, et dans les deux cas, protéger contre le push. Donc ça, c'est la fonctionnalité autour du secret scanning, sur lequel on a 200 partenaires, on reconnaît 200 clés automatiquement. Tu peux créer tes propres patterns pour reconnaître des clés et avoir le même cycle. L'autre partie qui va être dépendre de la bot, vous y avez tous accès, vous avez probablement déjà testé. Il me contacte des fois. Voilà, il te contacte. Et le dernier sur le code scanning, ce qui est intéressant, et c'est là, je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est on prend un projet Python, un projet JavaScript, on va activer dans les cases à cocher, on va aller dans les settings, je veux scanner mon code. Et découvrir l'expérience du développeur qui va pouvoir être alerté dans sa pull request. La pull request est annotée, on voit j'ai un problème d'injection SQL, voilà comment tu devrais fixer ça. Généralement, ça permet de voir à l'équipe de développeurs que la sécu, c'est pas compliqué. Alors attention, quand je dis ça, volontairement, je le fais de façon très simple, mais c'est que si c'était comme ça, déjà, on pourrait passer pas mal de problèmes très rapidement parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est dessus. Notre esprit, il est dessus. Donc, oh zut, effectivement, j'ai fait une concaténation de chaînes, je ne devrais jamais faire ça. Je vais juste le fixer tout de suite. Oh, il y a un log injection. Et tout ce qui va être les fonctionnalités plus avancées, on va être alerté de la même façon. Donc, on fixe le problème tout de suite. Et c'est bien d'avoir accès à tout ce qui est public. Et la raison pour laquelle on fait ça, bien sûr, pour les repos publics, c'est parce que notre objectif chez GitHub, c'est de protéger également tous les projets open source, puisque les projets open source sont chez GitHub, n'importe quelle personne peut activer le scan de code, les secrets, etc. pour son projet. Question d'ordre un peu sociologique, si je puis dire. Après, je ne pense pas que tu auras un chiffre exact en tête, mais je pose quand même la question. Avec toutes ces facilitations, est-ce que tu sens quand même qu'il y a un shift maintenant pour la prise en conscience de l'enjeu qu'est la sécurité en fait, dans un logiciel? Est-ce que les gens commencent... Oui. Alors, comme je le disais, dans les très grosses boîtes, il y a l'équipe sécu, les gens sont sensibilisés. C'est plus la mise en place qui est compliquée. C'est ce côté, je parle bien du côté DevOps, DevSecOps, Application Security. C'est plus la facilité. Les gens sont sensibilisés, mais ils ne savent pas trop comment le faire pour simplifier la vie. Donc c'est un problème de compétence, de ability, quoi. De prendre le temps de se communiquer. C'est vraiment cette histoire de Ops par rapport au Dev il y a quelques années où ils ne se parlaient pas, où ils ne comprenaient pas, où ils ne cherchaient pas à se comprendre. La sécu et les apps, la sécu et le DevOps, la sécu et les développeurs d'appli, aujourd'hui, dans certaines entreprises, ont encore du mal à se parler, à se comprendre. On sait que la sécurité, c'est important. On sait que le DevOps, c'est important. Comment on peut faire pour travailler bien ensemble? C'est ça Après, oui, il y a vraiment... les gens sont plus sensibles. Alors en fait, ils sont plus sensibles parce d'une part, on a de plus en plus de cyberattaques, parce qu'on a de plus en plus de choses. Donc la question se pose... Il ne faudrait quand même pas que je me fasse attaquer, quoi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où on arrive à cette discussion autour du DevOps et du DevSecOps. Comme tu l'as dit, on a créé ce terme parce que justement, on n'a pas réussi à mettre la sécurité dès le début dans le DevOps. Donc, cette sensibilisation, elle a lieu et les gens commencent vraiment à le faire. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis donc, je sais que GitHub, il propose un peu sur les deux fronts, c'est-à-dire que sur l'analyse du code et sur un peu les pipelines. Là, plus, donc, il y a vraiment des outils sur les deux fronts. Donc ça, c'est un gain engagé parce que
ça rejoint aussi la thématique de l'agilité au sens large. C'est-à-dire que tu veux vraiment intégrer cette idée que la sécurité peut se faire un peu dans le cycle itératif rapide de développement d'un produit, parce que sinon après, encore une fois, tu vas oublier. Alors en fait, là je réagis, c'est pas peu, elle doit se faire. Ouais, ok. Non, bien. Justement, en fait, ce qui est rigolo, quand j'ai dit tu fais une case à cocher pour mettre le code scanning, par défaut, tu vas pas savoir ce qui se passe, entre guillemets, mais quand tu vas passer dans le truc, au lieu de dire setup facile, tu fais avancer, en fait, ça te crée un workflow, ça te crée un pipeline sur lequel tu as le contrôle. Quand est-ce que tu veux l'exécuter? Alors, par défaut, il va s'exécuter à chaque push, sur toutes les branches, et à chaque push sur toutes les branches, et une fois par semaine. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que sur ta branche principale, être certain que le scan, au sens analyse statique du code, ait lieu, parce qu'entre ton dernier commit, si ça se trouve, il y a eu des nouvelles vulnérabilités, il y a eu des nouvelles règles qui ont été trouvées, donc ça permet de faire ça, d'être alerté et de continuer de scanner ton code tout le temps. Ok. Je pense... Alors, c'est peut-être un sujet qu'on va peut-être revisiter, mais en faisant peut-être une autre partie, une autre dimension, un peu un thème qui, je sais, t'intéresse beaucoup. Est-ce que ça te dirait de parler un peu plus de l'IA générative pour les développeurs ? Ah oui. Alors là, tu touches la corde sensible. C'est-à-dire que... Question rhétorique, je savais que ça te plairait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça ? Alors, je vais raconter une toute petite anecdote. Là, on se voit aujourd'hui. Je suis au salon KubeCon, donc à Paris. Et j'ai rencontré un copain qui me demandait comment ça se passait chez GitHub et tout. Je lui dis, tu sais, moi, depuis un an, je fais que quasiment parler de Copilot. C'est-à-dire que d'ailleurs, ça manque de parler de la plateforme, du DevOps, du DevSecOps, etc. Parce qu'en fait, il y a... en fait, l'IA générative, on a tous pris une énorme claque, je pense, quand ChatGPT est arrivé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la chose qui m'a le plus impressionné, alors c'est pas impressionné, mais c'est que on est dans l'IT, toutes ces choses-là, on les voit plus ou moins arriver, on est au courant de ce qui se passe. Alors je parle pas de ce qui se passe en interne, derrière et tout ça, mais on voyait cette chose-là arriver. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est quand mon père, ça reste un geek, mais qui me dit ouais, t'as vu ChatGPT, ChatGPT, comment c'est, etc. Et en fait, tout le monde a touché à cet outil immédiatement. Et on n'a pas nécessairement tout de suite mesuré l'impact, parce que, et on le mesure peut-être toujours pas, mais très rapidement, ça devient un automatisme d'aller poser la question. On a envie de faire quelque chose, on va dans ChatGPT, on va sur Google Gemini, on va sur Bing, etc. et on pose la question. Sauf que nous, chez GitHub, on le faisait différemment. Alors pourquoi je dis ça comme ça, c'est que en juin 2021, GitHub a sorti GitHub Copilot. Alors c'était, comme souvent chez GitHub, on sort d'abord ça dans les communautés open source. Donc c'était une bêta, on a invité les plus gros membres de la communauté open source à découvrir le produit. Moi, je l'ai découvert, j'ai raté le blog post, je suis arrivé en février 2021 chez GitHub. J'ai découvert Copilot en septembre 2021. C'est là où j'ai téléchargé l'extension et je suis tombé amoureux du truc tout de suite. Même si au début, tu sais, tu télécharges le truc, tu ne sais pas trop à quoi t'attends. Et l'idée de l'IA générative au service du développeur, et ce qui est super important, c'est le nom. C'est-à-dire que IA générative, on s'en fout, on va dire, mais c'est plutôt Copilot. GitHub Copilot, c'est vraiment donner un assistant au développeur. Et au début, quand on regarde ça la première fois, en tout cas moi, la phase avec l'œil que j'ai pris, c'est je code en Java, je code en JavaScript, donc ça m'a aidé à compléter du code. Top. C'est la complétion qu'aurait pris un rail de coke qui est super efficace. Ouais. Voilà, il est en stéroïde, il fait plein de choses. Et mois après mois, semaine où tu vois, le service s'améliore, il y a eu le chat, etc. Et en fait, on s'est aperçu que, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus que uniquement du code. Ça pouvait aider tout le monde. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, je faisais un POC dans une administration française qui me demandait de faire des workflows GitHub d'automatisation. Et il me demandait, parce que moi j'écris tous mes commentaires en anglais. Par défaut, j'écris jamais du code, enfin du code non, mais des commentaires en français. Mais là, il m'avait demandé, est-ce que tu peux faire les commentaires en français? Donc par exemple, j'ai commencé mon workflow, et hop, j'écrivais mes commentaires en français, Copilot m'aide. Et cette partie-là où en fait tu découvres que Copilot, l'IA générative, peut t'aider partout, la seule
condition, entre guillemets, pour GitHub, c'est d'être dans ton IDE. Donc que tu sois un ingénieur DevOps, un ingénieur système, un développeur web, un développeur back, front, etc. Si tu es dans VS Code, si tu es dans JetBrains, IntelliJ, etc., il va être là pour t'aider. Et petit à petit, l'impact, c'est que toutes tes tâches rébarbatives, et pour moi, c'est vraiment, vraiment ça le point, c'est que les tâches rébarbatives, elles sont plus faciles à faire, elles sont beaucoup moins longues. Il y a plein de tâches qu'on doit faire. Alors là, moi, je vais parler plutôt avec la casquette développeur que la casquette Ops. Quand on doit écrire les tests, quand on doit générer des données de test, c'est compliqué. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est rébarbatif. C'est laborieux. Là, ça t'aide énormément. Quand tu dois découvrir une technologie, l'apprentissage de la techno, l'IA générative, et là je prends l'exemple de Copilot parce que c'est principalement avec ça que j'ai travaillé, mais je pense qu'on peut associer à n'importe quelle IA, ça va t'aider parce que tu vas rester dans le même contexte. Donc tu veux découvrir GitHub Actions. Donc tu vois, tu es dans ton VS Code, tu n'as jamais fait de GitHub Actions, par contre tu es quelqu'un qui a déjà travaillé avec d'autres systèmes de pipeline. Tu ouvres le chat et tu es sur ton application, tu dis j'ai besoin d'un workflow qui fasse, propose-moi un conteneur, fais-moi la commande du build, déploie ça sur GitHub Packages pour pousser dans le registry. En fait, il va t'écrire le workflow pour toi. Il ne sera peut-être pas parfait, mais avec l'expérience que tu as, tu vas vite comprendre quels sont les blocs, voire les toucher un petit peu. Donc l'assistant va t'avoir fait, entre guillemets, gagner sur une opération comme celle-là, 50% de ton temps immédiatement. Parce que le boilerplate, donc le templating, cette partie-là que tu dois faire souvent par copier-coller, etc., elle est faite, mais dans le contexte du projet, avec les bonnes valeurs en entrée, etc. Et moi, je ne peux plus m'en passer de Alors, c'est super intriguant parce que c'est à peu près, c'est comme toute technologie, une forme de magie. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un clin d'œil et puis tu as un truc qui était en tête qui se manifeste sur ton IDE. Maintenant, tu as bien fait vraiment de préciser qu'il faut aussi le prendre au sens copilote. Il ne faut pas se perdre et dire que ça va me faire mon taf. Et moi, ça me force carrément des fois à aller chercher la bonne définition de ce que je veux faire. Parce que lorsque je sens que la proposition est un peu loin de ce que je souhaite, je sais que je n'ai pas bien expliqué le problème. Mais essayer de bien expliquer le problème, essayer de lui donner des étapes, de le rapprocher un peu, on va dire, comme dans le machine learning, c'est-à-dire tu creuses cette distance pour trouver l'optimum local. Tu es en train de t'expliquer ce que tu fais toi aussi. Donc c'est, mine de rien, quand même la vertu de t'éclaircir un peu ta pensée in live. Mais c'est un changement radical, c'est un point d'inflexion. Et je te pose quand même la question un peu qui était aussi celle de Lionel Acre qui m'a dit, quel pourcentage tu mettrais aujourd'hui sur l'adoption, c'est-à-dire, c'est difficile de mettre un chiffre exact, mais moi je dirais quand même qu'on est au-delà de 80% des gens qui utilisent ça, des développeurs je veux dire. Ah non, c'est pas autant. Là. Pas autant ? En fait, nous, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs actuellement. Ah ok, oui, donc il reste... En fait, c'est tu... Alors, je pense que quand tu as dit 80%, je suis dans un biais, ouais. Tu es dans le biais des mecs qui sont... des développeurs et développeuses qui sont passionnés, tu vois, qui aiment découvrir les nouveaux trucs, qui aiment tester les nouveaux trucs. Donc là, effectivement, je pense que 80% peut être le bon terme. C'est-à-dire que les gens qui sont toujours en mode de veille et qui testent des choses ont testé un outil Copilot ou un autre et l'ont adopté. Ça, je pense, oui. Par contre, tu as la grande partie des gens qui travaillent, d'une part parce qu'ils sont dans une entreprise qui ne les autorise pas à le faire, parce que tout le monde ne rentre pas le soir et se remet à coder. Ils ont droit. Et tu vois, donc en fait, dans ce contexte-là, ils n'ont pas nécessairement eu accès. Ils ont pas, donc... Par contre, là où tu as raison, c'est qu'actuellement, tout le monde regarde. Les grosses boîtes, les petites boîtes, les boîtes super gérées sur de la compliance, donc de la régulation, sont en train de regarder. Parce qu'en fait, l'impact qu'a eu ChatGPT, c'est que tout le monde, comme on l'a dit tout de suite, tout le monde a vu ce que c'était capable de faire, sans nécessairement comprendre ce que ça voulait dire, jusqu'à quel point de qualité. Ouais, ce qu'il fait à l'intérieur. Non, mais tu as aussi le côté... tu poses une question, il te répond. Et il te répond, généralement, il te répond bien. Donc si tu dis ça dans mon métier, et là on parle de tous les métiers, mais dans mon métier de développeur, dans mon métier de créateur d'infrastructure as code, dans mon métier de personne qui va écrire les workflows, si ça fait 20%, 50% du travail quand j'ai les choses de base à faire, c'est un énorme gain.
Si ça me permet, justement, si on reprend l'exemple de la sécurité, si on permet à l'équipe Ops et Sécu d'écrire tous les workflows de base sur lesquels on est obligé de se répéter en 20% au lieu de 100%, aller très vite sur cette partie-là, je vais pouvoir passer plus de temps à essayer d'éduquer, à culturer mon équipe sur la partie sécu. Tu vois, le gain qu'on va avoir, c'est pas uniquement un gain en disant j'ai gagné ça, mais c'est que je vais pouvoir me concentrer sur une tâche qui va avoir plus de valeur. Si je vais très vite à écrire mes tests quand je code mon application, je vais pouvoir passer plus de temps sur la partie algorithmique, ou si je suis un designer, un développeur front, peut-être travailler sur quelque chose qui va avoir plus d'impact que d'écrire tous les tests end-to-end que j'ai à faire. Et c'est vraiment là pour moi le gros bénéfice. Par contre, ce que je dis régulièrement pour rassurer, en fait il y a deux choses. Il y a rassurer sur le métier du développeur, moi je ne me fais pas de soucis, ça va le changer, ça a un gros impact, ça c'est certain. Par contre, il y a quelque chose où, à la fois, soit les développeurs très expérimentés vont être quelquefois un peu dire « ça répond n'importe quoi ». Non, mais ça répond n'importe quoi, dans quel contexte ? Peut-être que tu as demandé quelque chose de trop compliqué, tu n'as pas assez spécifié, et à la rigueur, c'est pas grave. Si ça ne répond pas à la bonne chose, tu as eu l'œil, tu l'as vu, tu concentres sur cette partie-là. Quand tu vas écrire le test, tu vas avoir gagné du temps, ou quand tu vas écrire des données de test, ils vont t'aider. Et les autres parties, toutes les autres, moi, en étant développeur Java, on a beaucoup de code qui est de la décoration, qui ne sert pas au cœur du truc. Tout ce code-là, s'il peut l'écrire pour moi, je suis content, parce que comme ça me permet de me concentrer sur mon algo. Et si là, il m'aide un peu moins que sur les autres parties, c'est pas grave, j'ai quand même gagné. Et une façon un petit peu aussi de sensibiliser les gens sur le risque qu'il y a que le code généré soit pas toujours parfait, parce que c'est pas le but, c'est pas un outil de qualité ou de sécurité, c'est plutôt un outil qui vient s'intégrer comme n'importe quelle petite main qui taperait. Donc ça veut dire que la sécu et la qualité, elle est principalement faite dans ta partie CI. Par contre, quand tu trouves une faille, l'IA peut t'aider à la corriger. T'aider à la corriger, ne va pas la corriger. Je reviendrai là-dessus dans une seconde, mais ce que je propose souvent comme test, entre guillemets, je ne sais pas si c'est très intelligent comme sujet, mais c'est de dire aux gens, quand vous rentrez chez vous le soir, vous vous connectez à ChatGPT ou à un produit équivalent, vous prenez un sujet qui n'a rien à voir avec l'informatique. Un sujet que vous aimez bien, un sujet pour lequel vous êtes. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'électricité, pour moi ça va être la planche à voile par exemple. Et on commence une petite conversation. Et au début, les réponses elles sont top, il comprend bien, il sait de quoi je parle, et à un moment donné, on va commencer à poser des questions de plus en plus compliquées, très précises par rapport... Et là, notre expertise commence à se mettre en place. Et là, à un moment, il va répondre n'importe quoi. Nous, en tant qu'experts, en tant qu'être humain, on va voir que la réponse, elle n'est pas bonne. Et tout de suite, on va le voir. Si on prend je vais prendre un exemple que je ne connais pas parce que je ne fais pas d'électricité, mais on pourrait imaginer, je suis en train de poser des questions, il me donne des bons conseils, il faut choisir telle plaque électrique, quand tu la branches, il faut tel voltage, etc. Et à un moment donné, quand tu demandes comment on la pose, il va oublier de brancher quelque chose. Toi, tu vas tout de suite le voir parce que c'est ton expertise. Donc là, tu vas te dire, ok, je sais que l'IA, elle est là, elle va m'aider parce qu'elle a répondu à plein de questions. Par contre, mon expertise et mon œil d'expert et mon analyse et mon œil critique est très important dans cette discussion. C'est pareil sur le code. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tout le temps, tu dois avoir cet œil critique, mais selon ton niveau d'expertise, ton expérience, tu vas plus ou moins la trouver rapidement. Mais cet œil-là est très, très important. Et moi, j'ai tendance à dire que même un humain, même toi, moi, si on fait du pair programming sur quelque chose et que tu m'expliques un peu mal l'idée, en mode driver, et moi je suis en train de concrétiser, si tu m'expliques mal, je vais pas faire mieux que copilote probablement, enfin peut-être un peu mieux, mais fondamentalement. Alors, oui. En fait, ça va vraiment dépendre des sujets. Non, parce qu'il a quand même une base de connaissances qui est assez large, et c'est encore une fois, est-ce que tu as ramené le contexte bien comme il faut ? C'est ça la question. En fait. Et il ne faut pas oublier par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que tu dis on fait du pair programming, tu auras toujours la CI, la revue de code qui a lieu. Et cette partie-là, elle est vraiment très très importante. C'est-à-dire qu'il faut, de façon un peu provocante, quand je discute de ça, je dis si vous n'avez pas de CI, si vous n'écrivez pas vos tests, n'utilisez pas Copilot. Carrément. Alors je dis ça, bien sûr, moi j'ai envie que les gens utilisent Copilot, mais c'est plus de dire si vous faites jamais de code review, si vous n'avez pas de test, c'est que la façon dont vous développez, elle n'est pas super clean. Ça veut dire que probablement dans la façon dont vous codez, dont vous commentez, dont vous indentez, etc., ça se trouve c'est pas très clean non plus.
Et comme le contexte dans lequel tu vas coder va influencer les suggestions rendues par Copilot, bah, le risque, c'est que comme tu vas aller plus vite encore qu'avant, il va s'inspirer de ce qu'il a. Tu vas t'inspirer de ce qu'il a, tu vas générer plus de code, c'est-à-dire que tu vas être plus rapide à développer, donc au bout du compte, ta technique va augmenter. Donc dans ce cas-là, c'est de se dire, on prend l'exemple extrême, mais on va dire tu as une très mauvaise couverture de test, etc. Le gain que tu vas avoir au début, c'est à chaque fois que je fais une pull request, on se concentre, on va dire, je dois forcer les gens à écrire les tests parce que c'est plus compliqué, ça n'est plus rébarbatif. Et on fait le test, on augmente. Et là, on améliore la qualité et la sécurité dans le temps. Ce n'est pas Copilot directement qui va le faire, ce n'est pas l'IA générative qui va le faire, mais c'est de respecter un bon process de développement qui va avoir un impact à court terme. Oui, je suis parfaitement d'accord. Au passage, tu as un blog sur lequel tu montres comment on peut utiliser ça intelligemment. Je le montre, je ne sais pas si c'est intelligemment. C'est plus, d'ailleurs, la façon dont je montre sur mon blog et mes vidéos, c'est plus des petits trucs et astuces. Où alors je vais répondre indirectement. C'est-à-dire que quand on parle de Copilot, dans les 3 éléments qu'on met en place, qu'on met en avant, c'est happiness, développeur happiness, la joie du développeur, qu'on met en premier. La deuxième, ça va être la productivité, la vélocité. La troisième, c'est découvrir et innover rapidement. Et pourquoi je parle de happiness ou de joie, c'est que quand moi je travaille avec Copilot, alors je l'ai toujours, quand je travaille, par moment, Copilot va faire quelque chose et je vais avoir un grand sourire. Bah, tu vois, quand je te parle, il n'y a pas la vidéo, mais là, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Et souvent, cette partie-là, quand j'ai ça, bah, j'en fais une petite vidéo. Et notamment, j'avais, pour mon projet de planche à voile, mon petit projet que je fais en ligne, j'ai un catalogue produit et j'avais besoin d'insérer des données de test, pardon. Bah, Copilot m'a beaucoup aidé à faire toutes les requêtes SQL parce qu'en fait, il avait déjà 2-3 requêtes et après il a pris les mêmes données, il a généré des données de test pour moi et ça m'a fait sourire. Je me dis, tiens, il a compris la façon dont les données sont très structurées. Et souvent je partage cette partie-là parce que c'est pour montrer que Copilot, ça n'est pas que de la complétion. Copilot, ça n'est pas que un chat. Alors, c'est que en fonction de la façon dont on va poser la question, du contexte, il va être capable de faire plein de choses. Tu as un CSV, tu veux tout de suite le transformer en JSON, tu veux pouvoir lui dire à partir de CSV, tu me fais des requêtes SQL pour insérer dans une base ou inversement. Bah, il suffit de le demander à Copilot dans ton IDE, tu as fait nouveau fichier et voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes à découvrir. Et de mémoire, c'est tegral.github.io. Oui, c'est ça. Comme ça, les gens peuvent aussi explorer. Non, ouais, donc c'est un domaine qui est là pour rester. Je pense qu'il va davantage exploser. On est au tout début. Et parce que j'étais un peu dans la résistance, mais pas très longtemps. Enfin, résistance, le mot n'est pas approprié. En fait, j'avais un collègue qui me parlait de Copilot pendant très longtemps. Moi, je disais, ok, c'est sympa, mais je peux faire une recherche sur Internet. ChatGPT, c'est sorti aussi. Je pense que je l'ai raté pendant 3 semaines. Pour l'anecdote, c'était mon lead, qui était un type génial, qui m'envoyait de la très bonne musique, mais aussi parfois des blagues, qui un jour commentait une PR à moi avec des passages un peu bibliques. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il demandait à ChatGPT, il formulait un commentaire de manière un peu, comment dire, voilà, ça ressemble à du texte de Bible. Et je me suis dit, ok. Et j'ai regardé finalement, et je pense que pendant 4 jours, je faisais que ça. Et vraiment. J'ai trouvé mon meilleur copain, on va dire. Mais alors, ça ne va pas s'arrêter ici, l'IA générative. Tu m'avais parlé, je crois aussi, du fait que ça peut rentrer maintenant aussi pour aider les process un peu DevOps, enfin process DevOps. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Un peu ce combo, on va dire, DevOps et IA générative pour Dev. Mais si on prend... alors là, je vais quand même parler beaucoup avec la casquette GitHub. Donc on a commencé GitHub Copilot 2021. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a vu que ça marchait. Les développeurs l'adoptent, l'aiment bien. Il y a un vrai retour positif. Donc en fait, l'année dernière, l'équipe de R&D, l'équipe produit, a regardé qu'est-ce qu'on peut faire pour non seulement, plus uniquement dans l'IDE, mais sur la plateforme GitHub, sur ta plateforme DevOps complète. Où est-ce que ça va aider les développeurs? Donc et c'est sorti ça s'appelle GitHub Copilot Entreprise, donc pour les gens qui sont sur github.com, donc pour les entreprises qui utilisent GitHub sur le cloud,
on a cette fonctionnalité qu'on peut activer. Elle a plusieurs choses. Une chose qui est facile à comprendre, c'est quand on crée une pull request, on peut lui demander de faire le résumé, c'est-à-dire le commentaire de la pull request tout de suite, justement par de l'IA. Donc ça appelle le même service que Copilot. La description de la pull request. Voilà, la description de la pull request. Donc ça va regarder ce qui a changé, le diff, comprendre ce qui a été fait et faire un résumé. Une synthèse. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que si moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai créé, la personne qui fait la revue peut faire 3 clics et hop. Et ça s'oublie assez. Comme ça. On a tendance à l'oublier parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre. Donc ça, c'est un premier service et on va continuer d'améliorer cette partie-là pour améliorer l'expérience du reviewer, faciliter la revue du code. Toujours pareil, c'est pas pour remplacer le développeur, c'est pas pour remplacer le reviewer, c'est pas pour remplacer le tech lead, c'est pour accélérer et simplifier son travail. Si on est capable de faire un résumé des commentaires qu'il y a eu, si on est capable de comprendre où est-ce qu'il y a du code compliqué. Donc d'ailleurs, quand on fait la revue de code aujourd'hui, on peut aller dans la partie code et demander un petit peu comme on le fait dans l'IDE, explique-moi le code ou simplifie-moi le code, propose-moi quelque chose. Ça c'est bien si tu es sur une code base où tu piges pas grand-chose. Voilà. Et autour de ça, d'ailleurs, on a mis ça partout, où tu as, pour les gens qui ont Copilot Entreprise, tu as le petit logo Copilot partout. C'est-à-dire, tout en haut, tu peux commencer une conversation. On a intégré le chat dans GitHub, ce qui va permettre de poser une question et d'avoir une conversation par rapport à la codebase que tu es en train de regarder. On va dire dans l'IDE, c'est la codebase sur laquelle tu travailles. Sur .com, sur github.com, ça va être le code qui t'intéresse par rapport à une tâche particulière. Tout à l'heure, c'est marrant parce que ça tombe bien dans le contexte, c'est-à-dire que ce matin, il y a quelqu'un qui est venu me voir sur le stand au salon KubeCon et qui m'a posé la question, oui, j'aimerais dans le Action Runner Controller, donc le Action Runner Controller, c'est le contrôleur de GitHub qui permet de déployer ses propres runners sur Kubernetes. Il posait la question, comment je pourrais, alors je ne sais plus quelle exactement la question était, mais en gros, comment je peux changer les ressources pour que le Docker in Docker soit plus rapide quand je fais mes builds dans Arc. Arc, c'est Action Runner Controller. Je dis, là, de tête, je ne sais pas trop. On va regarder ensemble. Je suis allé sur le navigateur, j'ai posé la question, j'ai besoin d'augmenter les ressources pour le Docker in Docker quand je fais mes builds. Il m'a donné une petite réponse, il a montré le fichier dans lequel il fallait et quelle valeur fallait changer sur le conteneur, c'est sur le pod. Et tu vois, c'est ce genre d'expérience vers lequel on va aller, mettre de l'IA un peu partout pour assister sur toutes nos tâches. Et après, on peut imaginer beaucoup de choses. Avant d'imaginer des choses, je vais montrer ce qui existe aujourd'hui également. C'est qu'on a parlé de sécurité il y a quelques minutes. Dans GitHub Advanced Security, maintenant, quand tu as ton scan de code qui a eu lieu dans ta pull request, tu as l'alerte où tu as la pull request qui a été enrichie d'un commentaire en disant « Attention, ici, tu as une faille ». Automatiquement, alors pour l'instant, ça se fait que sur certains langages de façon automatique, le Python, le JavaScript, le Java, c'est que ça va prendre ce contexte-là. Donc ça connaît la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle n'a pas été découverte par de l'IA, elle a été découverte par le SAST, donc l'analyse statique de code. Par contre, elle a donné plein d'informations dans la pull request en disant on a cette vulnérabilité, la CVE tant, le WASP tant, etc., etc. Ça appelle le service d'IA et le service d'IA va rajouter en commentaire dans la pull request une explication et une proposition de rémédiation. Ouais, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est un email quelque part et puis ils vont non, c'est dans la pull request. Ah carrément, oui, c'est un commentaire. C'est un commentaire. En fait, il y a l'alerte et juste en dessous, ça rajoute un commentaire avec l'explication et la suggestion de code à faire que tu acceptes ou pas, que tu peux modifier. Avec l'idée, c'est toujours la même chose, comme tu l'as dit au début, tout début quand on s'est présenté, le rôle de GitHub, ça a toujours été de rendre la vie du développeur plus facile et de lui permettre aux développeurs et aux développeuses de développer des applications plus rapidement en gardant une très bonne qualité et la sécurité. Là, c'est un bon exemple. On a amélioré, on est passé de l'intégration continue où il n'y a pas de sécurité, on a rajouté la sécurité avec GitHub Advanced Security. Maintenant, on trouve les vulnérabilités et on propose des rémédiations automatiques. Ça couvre les faiblesses d'un développeur, la faiblesse d'un humain, entre guillemets, et ça te laisse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, te concentrer un peu sur ce que tu sais faire de mieux, la valeur, le business. Ok, donc ça promet un futur qui me rend la vie facile, moi ça me va.
On parlait tu vois, je t'ai dit juste avant de parler de la sécurité, je t'ai parlé de la vie facile. Alors, pour les auditeurs, il y a un site qui est vraiment super sur GitHub qui s'appelle githubnext.com. C'est en un seul mot, githubnext.com. Ouais, okay. Et en fait, là, j'ai encore un sourire, c'est probablement l'équipe la plus cool chez GitHub parce qu'en fait, c'est celle qui fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie visionnaire chez GitHub. C'est elle qui a créé, qui a travaillé en 2020 puis publié en 2021 GitHub Copilot. Okay. C'est vraiment les visionnaires et c'est le labo, c'est là où la fusion est parmi les choses qui ont été présentées, et ça s'appelle GitHub Copilot Workspace. Et ça a été présenté à Galaxy l'année dernière, où en fait l'idée, c'est tu décris dans une issue GitHub ce que tu aimerais faire. C'est j'aimerais créer, donc tu as une application qui existe par exemple, et j'aimerais rajouter ici un profil utilisateur dans ma page X, ce profil utilisateur doit s'appuyer sur cette partie-là ou me proposer un upload, etc. Donc tu décris ta spec fonctionnelle, plus ou moins. Ça va travailler, donc une fois que tu as fait ça, l'IA va travailler et va te proposer quelles sont les étapes que tu dois faire pour faire ça. Donc au début, c'est plutôt sur le côté projet ou organisation humaine en disant voilà comment je te propose de diviser les tâches. Donc tu dois aller travailler sur l'image, tu dois aller travailler sur l'API REST, tu vois, des choses comme ça. Et l'étape suivante, et donc on a une vidéo qui montre le proto, l'étape suivante, c'est que tu proposes, il va te créer une pull request et commencer à faire une première implémentation. Ok, donc un premier draft avec carrément le diff qu'il faut. Et puis, voilà, le diff, et après toi tu reprends ça. Ouais. Alors, tu peux, si vous voulez tester quelque chose aussi de rigolo, alors je ne peux pas vous donner accès à ça, parce que pour l'instant c'est quelque chose qui est vraiment un proto. Mais par contre, lorsqu'on est dans une pull request, on peut imaginer, tu cliques sur Codespaces, je ne sais pas si tu connais Codespaces, qui est l'environnement de développement en ligne. Bah, tu vois, sans quitter ton navigateur, à la rigueur, tu codes. Donc, tu as une idée de ce que tu dois faire, tu as une proposition de code, tu le reprends, tu l'améliores, tu génères des tests avec ton IDE, avec Copilot. Donc, tu as gagné énormément de temps sur cette partie-là. Tu peux fournir très rapidement, par exemple, si on raconte cette histoire-là, à ton business, passer à l'étape suivante, en parallèle, faire d'autres choses, ou te concentrer sur je vais aller améliorer mes pipelines d'automatisation et tout. C'est vraiment ce gain de temps pour moi qui est exceptionnel. Ouais. Codespaces d'ailleurs est un peu plus secure que l'IDE standard, on va dire. C'est un peu fait pour. Ok, donc ça promet quand même des choses et ça nous laisse beaucoup à explorer. Donc c'était GitHub Next, c'est ça ? GitHubNext en un seul mot.com. Excellent. Sur l'IA générative, il faut qu'on regarde tous. En fait, aujourd'hui, c'est pas. C'est un petit peu. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais ne soyons pas la personne qui, dans les années 2000, disait le web va pas marcher ou e-commerce ça marchera pas, j'en sais rien. Faut regarder. Et déjà, on peut pas dire, sans avoir testé, ce que ça peut faire ou ce que ça peut pas faire. C'est très important de tester. Alors, moi, je suis GitHub, donc je vous parle de GitHub Copilot. Par rapport à votre écosystème, choisissez quelque chose qui est dans votre écosystème pour tester, pour vous familiariser avec ça. Parce qu'en fait, vous allez vite comprendre ce que ça peut vous apporter au quotidien. Moi, n'étant pas un ingénieur système, par exemple, tous mes shells Bash, ils sont faits avec Copilot. Et ça me prend, là où je prenais une demi-heure pour faire quelque chose, j'allais dans Google, dans les Stack Overflow, etc. Je suis dans mon IDE, je demande, je rajoute des commentaires, il me le fait. C'est sûrement pas parfait, mais par rapport aux besoins que j'ai, moi, dans cette tâche-là, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et j'apprends autant qu'avant. Avant, Stack Overflow, copy-paste, j'apprenais pas grand-chose. Là, au moins, je structure mon mental et le flow que je veux faire. Et à la rigueur, je pense que j'apprends un peu plus qu'avant d'ailleurs quand je fais ça. Et selon la tâche que vous allez à faire avec l'IA, que ce soit sur ChatGPT ou autre, découvrez ça par la pratique. C'est le meilleur moyen de voir si ça va vous apporter. Et c'est le moment. Parce que si vous ne le faites pas, votre copain à côté, il le fait. C'est pas une vague éphémère, ça va rester. Il faut rentrer dedans maintenant et commencer à apprendre. Parce que c'est une compétence aussi. Ouais, ça fait partie des compétences. Alors moi, je ne me considère pas du tout comme un prompt engineer. Je reste un software engineer. Moi, je suis là pour, en exagérant, pisser la ligne pour créer des fonctionnalités que je vais déployer. Mais j'ai un outil qui m'aide à le faire de façon plus efficace. Ouais.
Je sais que tu as eu une longue journée, donc on a quand même ouvert pas mal d'horizons là sur des sujets hyper intéressants. Peut-être avant de finir, j'ai envie de te poser quelques questions un peu légères où tu peux faire des réponses plus ou moins rapides. Tu peux développer aussi si tu veux, mais... Alors, ce que j'ai regardé sur ton blog, tu fais du windsurfing. Ah, du windsurf. Oui, windsurf, ok. Non, windsurf, en fait, c'est... quand je code pas, quand je m'occupe pas de ma famille, j'essaye d'aller faire de la planche à voile. Alors le windsurf, c'est planche à voile. C'est pas du kitesurf. Ça. Ah ok, oui, il y a des... En fait, ce qui est rigolo, c'est que... Alors juste pour... Là, c'est vraiment... tu vois, je peux pas faire une réponse T'es courte. encore en train de sourire. Et Ouais. je peux pas faire une réponse courte parce Vas-y. qu'en fait, c'est rigolo. Donc, quand je dis que je fais du windsurf, la réponse, ah oui, tu fais du kitesurf. Le kitesurf, c'est la partie où on a un énorme cerf-volant qui est à 25 mètres et on est sur l'eau, Ok, d'accord. ouais. Le windsurf, c'est la planche à voile de papa des années 80. C'est une planche à voile et c'est ça que j'aime faire. Ok. Par contre, il y a un nouveau sport, juste pour l'anecdote, qui s'appelle le wing foil, qui est en fait une petite aile que vous, comme une aile que vous avez dans les mains. Si vous regardez, ça c'est le sport à la mode, en tout cas dans les sports nautiques avec le vent. Ça s'appelle le wing foil. Donc le foil, c'est l'espèce d'avion que vous avez sous les bateaux maintenant qu'il faut décoller les bateaux. Donc en fait, vous êtes sur une petite planche, vous décollez avec ça, et vous avez une petite aile dans les mains. Petite aile 3-4 mètres carrés, 5 mètres carrés dans les mains. Donc si cet été, vous êtes sur une plage où vous voyez des drôles de gens qui glissent à 1 mètre au-dessus de l'eau ou à 80 cm au-dessus de l'eau, ça s'appelle le wing foil. Il faut tester. Donc l'IA générative et le wing foil. Ok. Est-ce que tu as un tic inconscient que tu fais quand tu codes? Après inconscient, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais peut-être pas. Alors j'ai pas de tic. Par contre, moi je code le matin très tôt. Quelle heure? Ah bah, en fait, quand j'ai une idée, je vais là où beaucoup des copains ingénieurs, ils vont bosser très tard. C'est-à-dire qu'ils vont pas se coucher, ils vont aller au lit à 2-3 heures du matin. Moi, je peux pas coder le soir. Et si j'ai une idée, je vais me réveiller à 2-3 heures et je vais aller bosser. Ok. Et redormir derrière ou... Non, je redors pas. Par contre, je me couche tôt. C'est-à-dire que je suis ok. quelqu'un qui me couche très tôt. Mais ce qui est rigolo, c'est que alors, je pense qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, ben, on l'a tout le temps. Il faut la capter. Et il faut la capter. Et moi, le soir, je peux pas. Donc, en fait, je vais me coucher avec l'idée en tête. Je vais me réveiller naturellement à une heure particulière. Je vais me lever, je vais aller coder. Alors, ça peut être à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, ou 4 heures. Mais par contre, si l'idée m'arrive le soir à 20 heures, je vais pas la coder le soir. Je vais la coder le lendemain matin. C'est mon tic, entre guillemets. C'est plutôt ça. Ok. Et comme beaucoup, je pense que... Pour les créatifs, quand même, il y a des rythmes différents. Et puis, voilà, et moi, je suis quelqu'un de matinal. Ouais, et après, je râle beaucoup. C'est-à-dire que je râle beaucoup sur moi quand je code. Ah, tu t'énerves? Ouais, je m'énerve beaucoup. Moi aussi, ouais. C'est vrai que je suis difficile. Les gens à côté, ils me disent des fois... Ok. Tu as quand même eu une carrière assez fournie. Est-ce que tu as un conseil à donner aux développeurs, et surtout un peu les plus jeunes, on va dire? Alors, quelque chose que tu aurais aimé savoir peut-être en débutant, ou peut-être aussi quelque chose de contemporain? Aimer savoir, je sais pas. Je me suis jamais posé cette question. Par contre, moi, mon critère principal dans ma vie professionnelle, c'est de m'amuser. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de m'amuser. Il faut que je prenne vraiment du plaisir, c'est-à-dire apprendre, découvrir des choses, rencontrer des gens. Moi, c'est ça qui pilote ma carrière. Et c'est pour ça que, si vous regardez mon profil LinkedIn, j'ai eu quelques périodes où je restais 1 an et 1 an et demi dans une boîte parce que la culture n'était pas bonne, je m'amusais plus ou j'apprenais plus assez de choses par rapport à ce que j'aime faire. Donc moi, on va dire que c'est la passion qui pilote ma carrière professionnelle. C'est ton vent, la passion. Ouais, alors après, par contre, ça a une incidence, c'est que je pense que j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je bosse, donc j'ai de l'expérience, mais je suis probablement quelqu'un avec un gros vernis. Là où il va y avoir d'autres personnes qui sont très très pointues dans un domaine. Moi, comme je vais... Plus horizontal. Ouais, je vais papillonner beaucoup. En fait, le conseil, c'est trouver par contre ce qu'on n'aime pas faire, ça déjà point numéro 1. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime faire, se mettre dans la position où on fonce dessus, quoi. C'est-à-dire que un gros changement dans ma carrière, ça a été quand j'ai découvert... Donc, quand je travaillais chez Oracle à la R&D et tout ça, j'étais dans un monde un peu déconnecté de la réalité parce que j'étais dans la R&D, je voyais pas de clients, c'était passionnant, etc.
Après, j'ai changé pour rentrer dans une boîte qui s'appelle Exoplatform, qui est le réseau social d'entreprise. Et nos utilisateurs, c'était les gens du marketing, les gens du département. Et je me suis réveillé un matin en disant, mais non, mais moi, ce que je veux que mes utilisateurs soient des geeks, au sens, soit des développeurs, ou des DevOps, ou des DBA. Ça a été un énorme changement dans ma carrière, parce que ça m'a permis après de dire, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est que j'aime bosser chez les éditeurs, ça, je prends énormément de plaisir. Ça veut dire que, par exemple, quand je rencontre des gens, que je parle de DevOps, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de l'information que j'ai. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de savoir est-ce qu'ils ont appliqué ce que j'ai fait. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens que ça gêne, qui ont besoin d'aller jusqu'au bout du truc. Donc le vernis, là, il est important. Et l'autre partie, mon plaisir principal, c'est de pouvoir travailler sur un produit où je parle avec des gens comme toi. Je parle avec des développeurs, avec des ingénieurs système. On échange. Et donc le conseil, c'est vraiment trouver ce que vous aimez et foncer, quoi. Ça me va. Ça me va. TucDual, c'était très fan pour moi. Pareil. Sincèrement. Et écoute, c'est un plaisir de te voir en live. Oui. Très belle soirée. Et puis, ciao. Merci beaucoup. Et c'était TucDual Graal en conversation avec Faisal. Et c'était Because. Merci et ciao. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.